Donc, l'objectif de ce webinaire, comme vous l'a dit Priscille, c'est vraiment de parler de taux de qualification de l'INS. Et donc, on va avoir les différents retours d'expérience, tous les trucs et astuces qui permettent de qualifier au mieux les identités, tout en restant conforme aux règles d'identité-vigilance, puisque l'idée, c'est pas de qualifier des INS sur des identités qui seraient fausses. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Céline Vierge, je travaille au GCS Sarah. Je faisais partie du 3 Rives, qui est le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance. Et donc, de ne pas hésiter à me contacter si vous avez des questions, des problématiques particulières sur l'identité-vigilance, parce que dans le cadre de ce réseau, je peux facilement remonter des informations au niveau national ou prendre des avis extérieurs au niveau des experts au niveau national. Voilà, donc pour en revenir à notre sujet de la qualification d'INS, donc déjà une petite présentation rapide des règles du jeu. Donc comme on vous l'a déjà dit, merci de conserver vos micros désactivés. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez accéder au replay. Pour tout ce qui est questions, l'idée c'est vraiment que vous ayez des temps de questions-réponses. Par contre, on ne va pas pouvoir les faire au fur et à mesure du webinaire. Donc, il y aura des moments dédiés entre différentes parties. Donc, à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions en direct en levant la main. Ou si vous préférez, vous les écrivez au fur et à mesure dans le chat et on les partagera à ce moment-là. Et il y aura également quelques documents qui sont directement disponibles dans les slides, mais les autres seront transmis par mail pour les documents qui ne sont pas disponibles sur Internet. Voilà. Pour le plan, donc le sommaire, donc voilà, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y aura 3 périodes de sessions-réponses, questions-réponses, qui seront après les grosses parties. Donc, pour commencer, on va déjà aborder les difficultés qui sont connues au niveau de la qualification de l'INS, parce qu'en fait, on le sait depuis le début de ce projet-là qu'il y a des difficultés pour qualifier certaines INS. Ce qui avait été fait l'année dernière, donc en début d'année dernière, par l'ANS, enfin en début de cette année, plutôt en 2023, il y a eu un sondage qui a été envoyé au gros CHU de France pour savoir quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient au niveau de la qualification des INS. Donc, je ne sais pas si vous aviez eu ce retour déjà, mais voilà, là, c'est la représentation de toutes les causes qui ont été déterminées comme étant une cause de non-qualification de l'INS. Donc, on voit qu'il y a des causes qui sont plus fréquemment rencontrées. En particulier, la première, c'est le fait qu'on n'a pas de pièce d'identité qui est présentée par l'usager. Et on a des questions voilà, différentes causes qui sont plus ou moins fréquentes. Toutes ces causes-là, on va les reprendre au fur et à mesure dans le webinaire et on va essayer d'apporter pour toutes les causes des propositions de solutions, des pistes d'amélioration. Alors par contre, il faut bien comprendre que les chiffres qui sont indiqués ici, ce sont des pourcentages de répondants qui ont identifié ce point-là comme étant une cause de non-qualification. Ça ne veut pas dire que dans 35% des cas de non-qualification, c'est le fait que la pièce d'identité n'est pas présentée. C'est vraiment que 35% des établissements ont dit, ben oui, effectivement, parfois, c'est à cause d'une non-présentation de la pièce d'identité. Donc, ce qu'on verra plus tard dans le webinaire, c'est que ce qui est important, c'est de trouver les causes qui sont prépondérantes dans votre établissement pour pouvoir traiter ces causes-là en priorité. Donc tout d'abord, on va les parcourir donc une par une. Donc la première qui a été indiquée, c'est le fait qu'il n'y avait pas de pièce d'identité parfois de présenter. Donc, on vous avait demandé au niveau de l'inscription au webinaire de poser les questions si vous en aviez sur lesquelles vous vouliez qu'on réponde. Donc, effectivement, on voit que sur le thème de la pièce d'identité, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Voilà, comment faire quand on n'a pas, on a l'absence d'un document hautement qualifiant qui n'est pas présenté? Comment sensibiliser les usagers? Et il y a eu également une question qui était que faire quand il n'y a pas le bon prénom sur la carte vitale? Donc là, cette question, moi, m'a fait un petit peu tiquer. Donc, je précise que les pièces d'identité qui doivent être utilisées pour qualifier l'INS, elles sont à un nombre restreint de types de pièces d'identité, ce qu'on appelle les pièces d'identité à haute valeur de confiance. Donc, c'est la liste qui est indiquée ici, qui est indiquée dans le RNIV. Donc, il y a le passeport, la carte nationale d'identité pour les personnes de l'Union européenne et pour les pays limitrophes, le titre de séjour, le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance pour les enfants.
Dans ce cas-là, il faut que ce soit accompagné d'un titre de haut niveau de confiance de l'un des parents accompagnateurs. Ou également, il y a une dérogation pour les résidents en EHPAD qui n'ont plus de pièce d'identité. Et dans ce cas-là, on accepte donc, le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance accompagné d'un titre de haut niveau de confiance d'un de ses enfants. Il y a également les dispositifs d'identification électronique qui sont autorisés par le gouvernement. Donc, on aura en particulier l'application carte vitale qui va arriver. Et donc, ce que je voulais préciser, c'est que la carte vitale, la carte vitale classique, n'est pas une pièce d'identité à haute valeur de confiance. Les informations qui sont marquées sur la carte vitale ne sont pas du tout à prendre en compte pour l'identité de la personne. On peut très bien avoir dessus le nom de femme mariée, le prénom de jeune fille, un prénom quelconque dessus. Donc, vraiment, ne pas vous baser sur la carte vitale pour valider une identité. Donc, si le retour du téléservice n'est pas conforme avec ce qui est affiché sur la carte, c'est pas grave. Voilà. Sur la non-présentation de la pièce d'identité, bon, effectivement, c'est une problématique qui peut être rencontrée dans les établissements. On remarque qu'elles sont plutôt rencontrées dans les services d'urgence ou dans les établissements psychiatriques et également au niveau des pièces d'identité des personnes étrangères. Voilà, c'est dans des situations où, au niveau des services d'urgence, on n'a pas forcément ces papiers d'identité, on n'a pas forcément des personnes qui sont sensibilisées à les apporter. Donc, deux petits détails. La pièce d'identité qui est périmée va pouvoir être utilisée pour valider une identité. Donc voilà, ça c'était des questions qui arrivent régulièrement. Donc une identité périmée peut être utilisée. Et de la même manière, une autre information complémentaire sur les pièces d'identité, c'est que ce n'est pas nécessaire de conserver une pièce d'identité dans le système d'information. Ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous faites ce choix de conserver une pièce d'identité dans le système d'information, ce qu'on verra plus tard, ce qui est quand même très pratique dans la plupart du temps, il faut respecter les règles de sauvegarde de cette pièce d'identité au niveau des contraintes réglementaires pour éviter que des papiers d'identité soient à la disposition de tout le monde. Donc, pour vous aider pour la présentation de la pièce d'identité, alors il n'y a pas de remède de miracle. Les points à améliorer, c'est la communication en amont de l'usager. Donc, c'est par exemple dans les courriers de convocation, bien préciser le fait qu'il faut que la personne vienne avec sa carte vitale, mais également sa carte d'identité. Il y a également, ce que je vous ai mis à droite, un kit de communication qui a été publié par l'ANS, qui contient à la fois des flyers, des affiches, etc., qui peuvent être mis au niveau de l'accueil pour informer l'usager dans les salles d'attente de l'importance de la présentation d'une pièce d'identité. Et de manière plus pratico-pratique, il y a des fiches pratiques qui sont éditées par le 3RIV, donc le réseau des référents régionaux d'identité-vigilance, à la fois sur le recueil d'identité à partir de pièces d'identité étrangères, pour apprendre un peu à décrypter, parce que les règles ne sont pas forcément les mêmes sur les différentes pièces d'identité, sur les différents passeports. Et également une fiche pratique sur la gestion des copies de pièces d'identité. Donc, dans le cas où vous voulez conserver la pièce d'identité dans votre système d'information, quelles sont les règles à bien prendre en compte. La problématique qu'on va rencontrer la plus souvent, que vous devez forcément connaître, c'est que quand on fait appel au téléservice INSI, on observe un écart entre la pièce d'identité et le retour du téléservice INSI. Donc, dans ce cas-là, déjà, pourquoi est-ce qu'on a des écarts? Parce qu'effectivement, ça pourrait être logique que ce soit toute la même base derrière et qu'on ait les mêmes informations de partout. En fait, il s'avère qu'il y a plusieurs bases. Donc là, je vais vous en présenter déjà 3 et vous verrez qu'on en reparlera encore plus tard dans la présentation. Au niveau des pièces d'identité, la base qui est utilisée est gérée par le ministère de l'Intérieur et c'est la base des titres électroniques sécurisés. Et au niveau de l'appel au téléservice INSI, le téléservice fait appel à 2 bases, le RFI et le SNGI, selon le fait que la personne est née en France ou que c'est une personne étrangère qui a été immatriculée plus tard à la sécurité sociale. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même 3 bases différentes. Et donc, pour chaque base, il va y avoir quand même des actions manuelles de saisie, d'enregistrement des données. Et donc, il peut y avoir une erreur, que ce soit dans la base pour laquelle on va récupérer l'INS ou que ce soit dans la base dans laquelle on va créer les pièces d'identité. Donc, c'est important de savoir ça. C'est-à-dire que quand il y a une discordance,
ce n'est pas forcément toujours une erreur au niveau du retour du téléservice. Ça peut être aussi une erreur au niveau de la pièce d'identité. Donc, c'est important à ce niveau-là de pouvoir interroger l'usager pour savoir quelle est son identité réelle et donc quelle est l'erreur, d'où vient l'erreur. Alors, ces erreurs-là, on va plutôt les rencontrer sur des personnes d'origines étrangères et également sur les personnes plus âgées. Pour les personnes plus jeunes, enfin nées plus récemment, il y a quand même beaucoup moins d'erreurs. Il y a, j'imagine, des méthodologies qui ont été modifiées et donc du coup, il y a moins d'erreurs. Les erreurs les plus fréquentes, on va les trouver sur le code lieu de naissance. Donc vous verrez, on a tout un chapitre sur le code lieu de naissance qui a une gestion un peu particulière. Sur les prénoms. Donc les prénoms, c'est surtout quand il y a des prénoms composés, que ce soit des prénoms composés séparés avec un tiret ou séparés mais sans tiret, ou sur le nombre des prénoms aussi. Quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de prénoms, parfois on n'a pas tous les prénoms qui sont renseignés, soit sur la carte d'identité, soit sur le téléservice CNSI. On a également parfois des erreurs sur la date de naissance, mais c'est beaucoup plus rare, et sur le nom de naissance. Donc sur le nom de naissance, on va avoir les mêmes problématiques des noms qui sont composés avec un tiret ou un espace, ou les apostrophes aussi, on a pas mal de problématiques avec les apostrophes. Et donc, il faut savoir que parfois, il est possible de qualifier une identité, même si la concordance, elle n'est pas exactement parfaite entre le retour du téléservice et la pièce d'identité. Donc, tout ce que je vais vous présenter après sur les discordances, il faut bien en avoir en tête que par contre, ces analyses doivent vraiment ne jamais être faites au niveau de l'accueil des patients, ce qu'on appelle en front office, donc directement au niveau de la création de l'identité. On peut commencer à poser des questions à l'usager, mais vraiment, c'est des actions qui doivent se faire au calme, avec des personnes qui vont être plus formées. Et donc, c'est ce qu'on appelle le back-office. C'est des personnes plutôt qui vont être de la cellule d'identité-vigilance, par exemple, et qui vont avoir du temps qui va être vraiment dédié pour cette analyse-là. Et de la même façon, on ne peut pas imposer un établissement à qualifier une identité pour laquelle il y a une discordance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire dans votre établissement, moi je ne valide, je ne qualifie les identités que pour les identités qui sont strictement identiques à 100% qu'il n'y a aucun écart, et je ne prends pas le risque de qualifier d'identité. Voilà, personne ne pourra vous remettre en cause sur cette décision-là. Mais c'est vrai qu'on verra par la suite que ça représente quand même souvent un pourcentage assez important et qu'il y a certains cas où on peut vraiment qualifier assez facilement sans risque. Une autre information, c'est qu'on a actuellement des corrections qui sont faites au niveau national sur les différentes bases. Donc, ça a commencé cet été. Je crois qu'il y a à peu près 30 000 identités qui sont parcourues tous les jours et qui sont corrigées quand il y a des problématiques de doublons ou d'écart. Donc, progressivement, une partie des erreurs va être corrigée de manière automatique. On sait aussi qu'il y a certaines erreurs qui ne seront pas corrigées et qui persisteront. Donc, ça ne va pas quand même résoudre toutes nos difficultés. Concernant la procédure de base et les ressources qui sont disponibles dans le cas de discordance d'identité. Donc, il faut savoir qu'en fonction de où est l'erreur, que ce soit sur la pièce d'identité qui a été présentée ou au niveau du retour du téléservice CNSI, la demande de correction ne peut être effectuée que par l'usager. Donc, les établissements de santé, ils ne sont pas habilités à le faire. Alors, vous pouvez les aider, leur fournir des documents, leur expliquer la démarche, etc. Mais c'est vraiment, comme il y a des documents personnels à transmettre, c'est vraiment au niveau des usagers que ça doit être effectué. Donc, il y a différentes démarches. Bien sûr, si c'est une pièce d'identité, il faudra se tourner vers sa mairie ou pour faire sa pièce d'identité. Pour ce qui est partie INS, il y a une démarche qui est très simple pour les usagers qui sont nés en France, qui est disponible. Donc, vous avez ici le lien, qui est une démarche en ligne sur service public, dans laquelle il va falloir que la personne renseigne ses noms, prénoms, indique l'erreur qui a été observée au niveau du retour du téléservice CNSI et fournisse un acte de naissance. Pour les usagers qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique et qui ne veulent pas faire cette demande en ligne, je vais vous fournir, donc ce sera un des documents qu'on vous enverra par mail à la suite,
on a rédigé un template de lettres à imprimer pour demander la correction. Donc, c'est assez simple, je vous la montre rapidement. Voilà. Donc, c'est les mêmes informations qu'on doit donner dans la procédure informatisée. Voilà, on indique quelles sont les informations erronées, quelles sont une copie de l'acte de naissance et un justificatif d'identité, j'avais oublié ça, en cours de validité. Et du coup, la lettre est envoyée à un service à Nantes. Et les demandes de correction des usagers nés en France, c'est normalement assez rapide. En moins d'une semaine, sur Internet, c'est mis à jour. Par contre, ce que ça implique au niveau de l'établissement, c'est de bien indiquer à la personne où est l'erreur dans son INS. C'est-à-dire que si vous lui dites juste « je ne peux pas qualifier votre INS parce qu'il y a une discordance », la personne ne va pas pouvoir faire cette demande. Il faut vraiment qu'elle indique sur tel trait, donc par exemple sur mon nom de famille, j'ai une faute de frappe ou ma date de naissance est erronée. Enfin, vraiment, il faut lui donner l'information exacte de l'écart. Pour ce qui est des usagers étrangers, ou nés à Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, c'est une démarche plus longue parce qu'il faut se rapprocher de sa caisse locale d'assurance maladie, qui elle-même va faire les démarches. Donc là, ça peut, enfin, je ne vous le cache pas, ça peut être vraiment long, plusieurs mois. Donc voilà, il faut le savoir. Ils peuvent lancer la démarche, mais c'est plus compliqué. Après, concernant ce sujet, j'ai quand même eu un retour pour la préparation du webinaire d'une personne qui avait eu une modification de son nom de naissance qui ne s'était pas propagé au niveau de l'INS. Effectivement, j'ai eu des retours à ce niveau-là, au niveau du réseau Trois-Rives. Donc, on a une démarche qui est en ligne avec l'ANS pour essayer de comprendre ce qui se passe, puisque dans certains cas, le retour de la demande de correction est prise en compte, enfin, dit que c'est OK, mais quand l'établissement sanitaire récupère l'INS, il a toujours l'ancienne identité. Mais en tout cas, il y a une action de notre côté qui est en cours à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les cas graves, donc si jamais vous faites appel au téléservice INSI et que vous avez une autre personne, l'INS d'une autre personne qui revient, ou si vous avez l'impossibilité de qualifier, malgré toutes les astuces qu'on trouvera après dans le slide, déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est demander à votre éditeur de référentiel d'identité d'ouvrir un ticket auprès du centre de service de GUE Sésame Vital, donc qui est le centre de service, c'est ceux qui gèrent le téléservice INSI. L'idée, c'est de leur donner les traces associées à l'appel INSI et qu'ils puissent investiguer. La difficulté, en fait, c'est que les établissements ne peuvent pas faire directement ce signalement au GIE Sésame Vital. Il va falloir vraiment passer par votre éditeur de logiciel. Donc, voilà, ça peut être un peu délicat puisque l'éditeur de logiciel, ce n'est pas un bug de sa part, donc ça leur rajoute du travail. Donc, selon les éditeurs, c'est plus ou moins simple de faire cette demande-là. Dans tous les cas, vous pouvez les remonter, ces cas-là, surtout quand c'est des retours d'INS d'une autre personne, mais également quand vous avez des problématiques de qualification. Alors déjà pour des partages d'expérience et également parce que du coup au niveau du Trois-Rives, on récupère toutes ces informations-là et on les remonte à l'ANS et à la DNS en leur disant bah voilà, on a des problématiques plus particulières sur ce type d'erreurs pour qu'ils sachent vers quoi concentrer leurs efforts également. Alors, je vous ai dit au début de la présentation qu'on avait certains cas où les discordances étaient acceptables. Donc là, vous aviez eu des questions justement à ce sujet-là qui ont été transmises en même temps que le formulaire. Donc le fait qu'il y avait par exemple un deuxième prénom qui était absent lors de l'appel INSI ou quand il y avait des différences au niveau du deuxième ou troisième prénom, au niveau de tiret et d'apostrophe. Donc, la première chose à faire au niveau des discordances, c'est de vérifier déjà si c'est bien la même personne physique. C'est-à-dire que si vous avez un quelconque doute, que ce ne soit pas la même personne, que ça puisse être un homonyme, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas récupérer. Donc, une astuce qui est quand même assez simple à voir, c'est de regarder déjà le matricule INS, si ça correspond au numéro sécurité sociale de la personne que vous avez en face. Ça fait déjà une bonne idée de savoir si c'est la même personne. Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir si la discordance, si on l'accepte, est-ce qu'elle va avoir un impact ultérieur sur la prise en charge de la personne?
Donc, est-ce que déjà c'est un trait qui va être utilisé pour la recherche? Donc, par exemple, le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. S'il y a des erreurs sur ces traits-là, on sait que dans une prise en compte, une prise en charge ultérieure, on risque d'avoir une création de doublons, de ne pas retrouver la personne. Donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas récupérer l'INS. Est-ce que c'est un trait aussi qui est utilisé pour l'identification secondaire et du coup qui va poser des problèmes au niveau de la prise en charge? Donc, tout ça, si vous répondez oui à une de ces questions, vous vous arrêtez. Sinon, on peut se poser la question de récupérer quand même des informations qui seraient en erreur. Alors, quand j'ai dit non pour les erreurs au niveau du premier prénom, nom de naissance, etc., il y a une petite subtilité, j'ai marqué en bas à droite, c'est qu'on peut toujours accepter, mais il faut vérifier dans votre logiciel, normalement on peut toujours accepter le fait qu'un tiret ou une apostrophe soit remplacé par un espace. C'est-à-dire que si on a un nom de famille qui possède une apostrophe, mais que dans le téléservice, on a un espace à la place, on peut accepter de récupérer ce nom-là. Par contre, il faut bien que dans votre logiciel de métier, quand vous recherchez l'identité de la personne, qu'il y ait un tiret ou une apostrophe ou un espace, que l'identité remonte bien. Si elle ne remonte pas, on aura une problématique de recherche ultérieure, donc on ne pourra pas la récupérer. Il y a également un cas qui est actuellement utilisé par certains établissements, c'est que s'il y a une erreur grossière sur la pièce d'identité, par exemple un prénom où il y a une faute de frappe, quelque chose de flagrant, et que l'établissement a l'habitude à ce moment-là de corriger quand elle saisit les traits, de prendre l'identité réelle du patient qui n'est pas celle qui est indiquée sur la pièce d'identité, et que dans ce cas-là, le retour du téléservice est conforme à la saisie, là c'est pareil, on peut décider de récupérer l'INS. Par contre, si la saisie, c'est tout le temps strictement identique à la pièce d'identité, on ne pourra pas récupérer un prénom ou un nom qui en écart. Tout ce qui est nombre de prénoms différents, c'est acceptable. C'est d'autant plus acceptable si il y a plus de prénoms dans le téléservice INSI que sur la pièce d'identité qui vous a été présentée. Si on a un nombre de prénoms qui est plus faible au niveau du téléservice INSI, la problématique qu'on risque d'avoir, c'est des problématiques d'homonymie. Donc là, c'est vraiment à voir au niveau au cas par cas, c'est-à-dire qu'on va quand même appauvrir l'identité qu'on avait en local en réduisant le nombre de prénoms de la liste des prénoms. Donc voilà, je ne conseillerais pas forcément de le faire dans ce sens-là. Par contre, s'il y a plus de prénoms sur le téléservice INSI et qu'on sait que c'est la même personne, ça ne gênera pas sur la prise en charge ultérieure. Et de la même façon, on peut accepter une inversion de l'ordre des prénoms quand ce n'est pas le premier prénom, hein, on exclut bien le premier prénom. Mais par exemple, si ça s'appelle Caroline Marie-Hélène et que dans le téléservice, c'est Caroline Hélène Marie et que Caroline est son premier prénom, on peut accepter de le récupérer s'il s'agit bien de la même personne. Donc, pour toutes ces informations que je vous ai données un petit peu rapidement sur ce slide-là, il y a une fiche pratique qui a été éditée par le 3RIV, donc c'est la FIP 15, qui donne énormément de règles, énormément d'exemples sur les différentes incohérences qu'on peut constater au niveau de la recherche de l'INS. Alors, par contre, il y a des règles très importantes qui sont déjà que tous les traits qui sont en provenance du téléservice INSI vont écraser les traits locaux. Si vous acceptez une identité, c'est l'identité du téléservice qui va être récupérée en local. Donc, c'est-à-dire que si vous récupérez un nom qui n'est pas bon ou un prénom qui n'est pas bon, vous allez perdre votre saisie initiale. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc, il faut ne récupérer que quand les traits vont être corrects. Également, voilà, ce que je vous disais sur les discordances sur le tiret absent ou sur la faute d'orthographe, ça dépend de vos procédures au niveau de l'établissement, ça dépend aussi de votre logiciel. Il faut vraiment s'assurer que si vous acceptez de récupérer un nom avec un tiret qui est absent, que la prise en charge ultérieure ne va pas être impactée. Ce que j'ai mis comme petit warning en bas, c'est pas parce que vous acceptez une INS qui est un petit peu différente parce que la discordance est mineure que il faut vous empêcher de demander à l'usager de demander la correction. C'est mieux d'avoir une identité identique
correct de partout. Et de toute manière, si l'usager va dans un autre établissement de santé, ou même qui revient chez vous plus tard, si vous avez l'identité qui est correcte, ce sera quand même nettement plus confortable pour tout le monde. Pour les cas complexes, donc déjà une fois que vous avez regardé sur la FIP 15, si vous ne savez pas vraiment ou si vous êtes dans des cas qui ne sont pas détaillés ou que vous avez besoin d'une confirmation d'une décision que vous pouvez prendre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail MSS. Alors j'insiste sur le mail MSS, donc pas un mail sur Outlook, mais vraiment sur la messagerie sécurisée de santé. Donc je vous ai mis mon adresse de messagerie sécurisée de santé. Avec dedans les traits d'identité de l'usager, la copie de la pièce d'identité, le retour, en gros les écarts qui sont perçus, que je puisse regarder de mon côté et vous faire une analyse particulière. Donc, je l'ai souligné dans le titre, mais je vous le redis, l'analyse de ces discordances-là, elle doit se faire en back-office. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout au moment de l'accueil du patient, où là, il y a trop de perturbations et on risque de faire des erreurs. C'est vraiment des personnes qui sont formées, qui le font au calme après coup. Donc, effectivement, quand il y a des écarts au niveau du téléservice INSI par rapport à la pièce d'identité, vous n'allez pas pouvoir qualifier votre identité immédiatement. Vous pourrez éventuellement la qualifier dans un deuxième temps. Mais ce n'est vraiment pas au niveau de l'accueil qu'il faut le faire. Donc là, je vous mets quelques exemples. J'en ai parlé de quelques-uns rapidement sur le slide. Donc là, vous avez des erreurs classiques qu'on a. Donc, vous avez le retour, ce qu'il y a sur la présence sur la pièce d'identité et ce qu'il y a présent sur l'INS. Quand c'est en vert, c'est que c'est la vraie identité du patient. Et on se pose la question de savoir si on peut récupérer ou pas, qualifier ou pas l'INS. Donc, dans les deux premiers cas, vous voyez, on a des erreurs où c'est une apostrophe qui est remplacée par un espace, dans un sens ou dans l'autre. Là, on peut le faire. Vous avez le choix de décider de ne pas le faire, mais en tout cas, vous pouvez le faire a priori sans risque. Par contre, le troisième cas, le Nguyen, où il n'y a pas d'espace et que là, le téléservice INSI renvoie un espace, ça, c'est interdit de le récupérer. Puisque si vous faites une recherche ultérieure, vous ne trouverez pas la personne, puisque l'espace, c'est un nom avec deux morceaux. Donc là, un écart où c'est un espace qui est remplacé par rien, ou inversement, ça, c'est strictement interdit de le récupérer. Pour le premier cas, donc le cas où la personne s'appelle Valentin, mais sur sa pièce d'identité, c'est marqué Velantin. Donc ça, c'est ce que j'expliquais, ça dépend vraiment de votre structure. Certains établissements actuellement, quand on arrive avec une pièce d'identité sur laquelle il y a une erreur grossière, disent, bon, effectivement, vous vous appelez Valentin, je vous enregistre sous Valentin, vous me le dites, et puis je vois bien que c'est une erreur. Dans ce cas-là, on pourra récupérer l'INS et qualifier l'identité. Par contre, si en local, vous avez Valentin, vous ne pourrez pas accepter le retour de l'INS. Par contre, les autres cas où les premiers prénoms sont corrects sur la pièce d'identité et que le retour du téléservice est incorrect, donc là, Gustave, Sophia, Antonio, c'est strictement interdit de les récupérer puisqu'il s'agit du premier prénom. Pour les prénoms composés, même chose que sur les espaces et les apostrophes, qu'il y ait un tiret ou pas de tiret, vous pouvez accepter la récupération. Si votre logiciel vous permet bien, quand vous faites une recherche de Jean-Claude avec espace ou Jean-Claude avec tiret, de retrouver les Jean-Claude qui correspondent. La seule chose qui est vraiment strictement interdite, c'est quand sur la pièce d'identité, on a Jean, Claude, ce qui indique que Jean est le premier prénom et Claude est un deuxième prénom, et que là, le téléservice renvoie Jean-Claude comme étant Jean-Claude son premier prénom. Ça, c'est interdit parce que ça va écraser le premier prénom et on va perdre le premier prénom réel du patient. Ce que je vous ai dit, c'est que sur le nombre de prénoms, s'il y a plus de prénoms sur l'INS et que c'est la même personne, on peut accepter de le récupérer. Au niveau des dates de naissance, alors s'il y a la moindre erreur sur la date de naissance, c'est strictement interdit de récupérer l'INS. Et on avait certains moments, on avait des identités qui étaient mal retournées par le téléservice avec des noms, des jours, des mois qui étaient en 00 par exemple. Ça, dans la version du téléservice qui a été mis à jour en 2023, c'est plus possible. En fait, il ne peut plus renvoyer des dates qui ne sont pas des dates correctes. Donc, vous n'avez plus cette erreur-là qui peut apparaître. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout vu si vous aviez mis des questions sur la conversation, donc je vais regarder. Mais en tout cas, on va faire une petite pause pour regarder. Alors,
Donc, alors mes coordonnées, donc vous avez déjà mon adresse MSS. Je ne sais pas s'il y a mon adresse normale qui est mise quelque part, mais de tous les cas, on vous mettra en copie du mail, comme ça vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Le support, oui, on va vous l'envoyer. Le cas du français né à l'étranger. Donc ça, j'imagine que c'était pour les personnes pour savoir s'ils devaient poser où ils devaient faire corriger les discordances. Donc si c'est un Français né à l'étranger, il est français, donc ce sera au niveau de la démarche en ligne classique. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a des problématiques sur l'EFS. Alors, effectivement, on a une grosse problématique sur les liens avec l'EFS au niveau en particulier du premier prénom. Et là, c'est au niveau des espaces ou l'inversion des prénoms. Alors, les règles que je vous présente, elles sont propagées au niveau du réseau d'identito-vigilance. Donc, normalement, elles se propagent quand même dans les établissements, également au niveau de l'EFS. Après, si vous avez des problématiques particulières, on peut en parler en dehors du webinaire sur des identités particulières. Mais effectivement, pour l'instant, comme tous les établissements ne suivent pas les mêmes règles, on peut avoir des difficultés à ce niveau-là. Alors, en cas de discordance minime, comment vérifier qu'il s'agit bien de la même personne si la correction est faite en back-office en l'absence de cette personne? Alors, ce qui est important, c'est que si on veut fonctionner correctement avec une organisation avec un front office et un back office, c'est qu'au front office, on saisisse qu'on fasse une copie de la pièce d'identité, qu'on enregistre cette copie dans le système d'information, et également qu'on rajoute un commentaire si justement on a eu, qu'on fasse quand même l'étape d'interrogation de l'usager en disant, bah voilà, quelle est votre identité réelle, et qu'on mette, bah oui, l'identité de la pièce d'identité, elle est correcte, ou au contraire qu'on dise, bon, il y a une erreur sur la pièce d'identité, l'usager me l'a dit, voilà, qu'effectivement l'information arrive en back-office. Sinon, vous aurez certaines situations où vous ne pourrez pas effectivement l'analyser en back-office puisque vous n'aurez pas cette information-là. Alors, les règles de qualification en cas de discordance doivent être validées par la direction de l'établissement. Alors, toutes ces règles de qualification, pour moi, il faut qu'elles soient formalisées effectivement au niveau de l'établissement, qu'elles soient actées, qu'elles soient partagées. Donc, elles peuvent être indiquées dans la charte d'identité-vigilance, par exemple. En tout cas, il ne faut pas que ce soit une personne qui utilise telle règle et une autre personne qui utilise telle règle. Il faut qu'elle soit vraiment uniformisée. Donc, il y a vraiment un travail en amont à faire effectivement sur ce sujet-là. Alors, on ne qualifie pas ou on rejette. Alors, je n'ai pas forcément la petite subtilité sur le on ne qualifie pas, on rejette, c'est-à-dire que effectivement, si le retour INSI il est incorrect, dans vos logiciels, vous avez la possibilité soit d'accepter le retour des traits, et donc ça va écraser vos traits locaux et qualifier l'identité si la pièce d'identité avait été validée au préalable, ou dire non, je ne récupère pas ces traits-là, donc j'imagine rejeter. Ça revient à la même chose, c'est-à-dire qu'au total, l'identité, si vous rejetez les traits du téléservice, si vous n'acceptez pas la récupération, elle restera au statut validé, elle ne sera pas qualifiée. Alors, l'INSI renvoie la liste des prénoms sans faire de distinction de tiret ou de virgule, donc ça n'aide pas. Alors, effectivement, ça on en parlera plus tard sur la problématique du premier prénom. Le téléservice INSI n'a pas de notion de premier prénom, donc il a juste une notion de liste des prénoms. Ça, j'en parlerai plus tard, on en reparlera. Alors, la date de naissance, sur la connaissance de la date de naissance, c'est pareil, on a un slide plus loin, donc on verra à ce moment-là. Pareil pour les XXX. Et donc, pour la présentation de carte d'identité étrangère européenne, oui, quand c'est une carte d'identité européenne, on peut qualifier l'identité, on peut valider l'identité avec cette pièce d'identité. La date de mise en ligne de la nouvelle version INSI, donc celle dont j'ai parlé là dans la présentation, ça datait plutôt de février ou mars 2023. Il y a eu un moment donné, peut-être que vous aviez été concerné, ou certains établissements, je sais, ont eu des problématiques parce que ça ne s'est pas bien passé au niveau du déploiement du téléservice. Donc, il y a eu quelques jours ou semaines où l'appel n'était plus possible selon les éditeurs de logiciels. Donc, c'est en mars ou février 2023. Que doit-on privilégier en cas de discordance entre le passeport et la carte d'identité?
Alors, j'ai envie de dire que s'il y a une des identités qui est l'identité réelle de l'usager, utilisez celle-là, la pièce qui correspond à l'identité réelle de l'usager, en l'informant que ce serait mieux de présenter toujours cette même pièce d'identité et de faire mettre à jour l'autre pièce d'identité. Si vous ne pouvez pas interroger la personne, je vous recommande plutôt de prendre la plus récente. Voilà. Après, on en prendra une des deux si on n'a pas moyen d'interroger et qu'elles sont toutes faites en même temps. Mais voilà, s'il y en a une des deux qui correspond à l'identité réelle, prenez celle-là. Et si sur la pièce d'identité, Jean-Claude est considéré comme deux prénoms et que l'usager nous dit qu'il s'appelle Jean-Claude, que faites-vous? Avec un tiret. Alors, si c'est séparé par une virgule sur la pièce d'identité, si on a Jean, virgule, Claude, dans ce cas-là, il faut enregistrer Jean comme premier prénom et indiquer en prénom d'usage que la personne se fait appeler Jean-Claude. Mais vous ne pourrez pas saisir en premier prénom quelque chose qui n'est pas vraiment mentionné comme premier prénom sur la pièce d'identité. Par contre, si sur la pièce d'identité, il n'y a pas de virgule, que c'est Jean espace Claude et que lui, il dit que c'est Jean-Claude, vous pouvez saisir Jean espace Claude comme premier prénom et indiquer Jean-Claude sur son prénom utilisé. Et pour les étrangers dont le nom de naissance n'est pas indiqué sur sa pièce d'identité, quel CAT? C'est quoi CAT? Alors, en tout cas, pour répondre à la question de manière plus générale, effectivement, pour certains pays, le nom de naissance n'est pas... pardon, conduite à tenir, tout à fait. Effectivement, pour certains pays, il y a des problématiques de nom de naissance, par exemple, qui sont perdues quand une femme se marie ou des choses comme ça. Donc là, vraiment, c'est la fiche pratique du 3 Rives sur les pièces d'identité pour les personnes nées à l'étranger qu'il faut regarder. Il y a énormément de cas, d'exemples. S'il n'est pas dedans, vous pouvez m'envoyer un mail. Moi, je ne suis pas experte sur les cartes d'identité des personnes étrangères, mais par contre, au sein du 3 Rives, il y a des personnes qui connaissent beaucoup. Et du coup, on se partage les informations et donc on peut avoir des experts qui répondent à ces questions-là. Oui, alors les codes pays, on va regarder. J'ai tout un ensemble de slides sur les codes pays. Alors, la cas d'une dame divorcée dont la carte vitale est restée avec le nom d'usage et on a une nouvelle saignée avec le nom de jeune fille ou son nouveau nom d'usage. Alors déjà, il faut prendre en considération la carte d'identité pour l'identité de la personne. Donc, si la personne est divorcée et qu'elle a son nom de jeune fille ou son nouveau nom d'usage, alors déjà, ce sera son nom de jeune fille qui doit être enregistré. Si on parle bien du nom de naissance, dans tous les cas, pour l'enregistrement des traits d'identité. Ce qui peut être indiqué, c'est dans le nom utilisé, préciser soit son nouveau nom d'usage, soit le fait que elle a plus son de femme mariée, donc il disparaîtra, ça c'est pas problématique. Mais en tout cas, sur l'identité, c'est vraiment le nom de naissance qu'on prend dans tous les cas. Donc son identité va pas évoluer en fonction de son mariage ou son divorce. Et là, c'était pour le prénom. Alors, personne en cas de changement de prénom. Alors ça, c'est pareil, j'ai un slide plus tard, mais on reviendra après. Si j'oublie cette question, vous me la poserez, mais j'ai un slide dessus normalement. Là, alors, les patients arrivent directement dans les services sans passer par le bureau des entrées. Compliqué de vérifier si physiquement c'est la même personne que sur la pièce d'identité. Effectivement, là, on est dans le cadre où les personnes passent dans un bureau des entrées pour se faire enregistrer. C'est effectivement plus compliqué de vérifier ça. Je suis bien d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe à la suite? Vous pourrez reposer les questions de manière même sur cette première partie ensuite. Très bien, alors on va enchaîner. Oui, on va aller voir aussi les plusieurs identités trouvées juste après. Enfin, pas tout à fait après, mais dans la suite. Alors, donc, une des grosses erreurs qu'on a, c'est la gestion des COG, donc les codes de lieu de naissance.
Donc ça, vraiment, vous allez voir, c'est assez complexe, mais on a quand même des possibilités de résoudre pas mal de cas. Alors déjà, on va essayer de comprendre d'où viennent ces erreurs, ces différences de cog. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que déjà, on avait des bases différentes entre le titre des pièces d'identité et le téléservice INSI. Il faut savoir qu'en plus, ces bases ne sont pas seulement différentes, mais elles gèrent de manière différente les COG. C'est-à-dire qu'au niveau de la pièce d'identité, le code du lieu de naissance qui est enregistré, c'est celui qui existe au moment de la production de la pièce d'identité. On verra, on a des exemples après où ce sera un peu plus clair. Mais c'est-à-dire qu'au moment où vous faites votre pièce d'identité, c'était surtout valable pour les anciennes pièces parce qu'on n'a pas forcément le code de naissance maintenant. Mais en tout cas, le nom, c'était celui qui était le code, c'était au moment de la production du titre d'identité. Alors qu'au niveau du RFI et du SNGI, le code du lieu de naissance, donc dans le RFI pour les personnes qui sont nées en France, c'est celui qui existe à la date de naissance de la personne. Et dans le SNGI, le COG, c'est celui qui existe au moment de l'immatriculation de la personne qui est née à l'étranger. Donc, vous allez voir, on a des exemples après, ce sera plus clair. En tout cas, la consigne que je vous donne, c'est que quand vous faites appel au téléservice, en première intention, ne renseignez jamais le COG. C'est-à-dire que vous pouvez faire appel avec les traits et vous dites, ben voilà, j'efface à ce moment-là, je n'envoie pas le lieu de naissance et ça vous permettra d'avoir facilement des retours corrects. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez ce qu'on peut avoir comme difficulté. Donc, par exemple, un usager qui est né en France. Donc, il est né en France à Puteaux en 1960. Donc, en 1960, le COG de Puteaux, c'était le 75 062. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans le téléservice INS6, qui est dans la base qui est enregistrée, c'est le COG qui existe à la naissance de l'usager. Donc là, on a dans le téléservice, on va avoir le 75 062. Sur la pièce d'identité, on va avoir indiqué plutôt éventuellement le COG actuel ou le COG qui a été fait au moment de la création de la pièce d'identité, sachant que le COG plutôt a changé en 1968, je crois. Donc c'est le COG 92 062 maintenant. Et dans votre logiciel de gestion des identités, quand vous saisissez plutôt, alors, dans l'idéal, votre logiciel, il est censé connaître l'historique des COG des lieux, enfin des villes de France, et donc proposer de manière automatique le COG qui correspond à la ville que vous avez saisie, mais au moment de la naissance de l'usager. Donc, normalement, il devrait vous proposer plutôt 75 062. Mais encore très fréquemment dans les logiciels, quand on saisit plutôt, ça va regarder le COG actuel et ça va vous proposer COG 92 062. Donc, quand vous faites l'appel au téléservice, donc déjà, si vous faites l'appel au téléservice avec le COG 92 062, déjà, le téléservice, il vous dira aucune identité. Il ne trouvera pas la personne. C'est pour ça que je vous dis, dans un premier temps, c'est mieux d'appeler sans le COG. Si vous appelez sans le COG et que vous faites l'appel, vous aurez le retour quand ça se passe bien, donc sur l'identité que vous avez, avec aucune discordance, sauf au niveau du COG, où là, le COG sera indiqué comme étant 75 062. Et donc, vous, au niveau de la qualification, il faut regarder les deux COG et regarder si ça correspond à la même ville. En fait, vous comprendre s'il y a une raison historique qui explique que cet écart de COG en fait indique la même ville. Donc, dans ce cas-là, le cas qu'on a que plutôt il avait avant le 75 062 et que maintenant c'est le 92 062. Si on a cet écart-là, on peut dire bah, c'est pas grave, c'est plutôt dans tous les cas, j'accepte l'identité du téléservice et je qualifie quand même mon identité. Donc, pour faire cela, déjà, vous avez le site de l'INSEE qui liste les COG communes au fil du temps. Donc là, le lien que je vous ai mis, c'est le COG de Puteaux, où on voit que voilà, le COG actuel, c'est 92 062, mais que le COG précédent, jusqu'en 1968, c'était le 75 062. Et donc, il faut que, forcément, il y a une partie de formation, de connaître cette astuce et puis de faire la manipulation. Ça prend du temps, il faut quand même se poser pour être sûr que qu'il y a une explication rationnelle. Et il y a dans certains cas également des logiciels qui bloquent complètement. C'est-à-dire que si le COG n'est pas identique, vous ne pourrez pas récupérer le COG du téléservice INSI. Donc, dans ce cas-là, c'est avec votre logiciel qu'il faut voir
soit si ça vous bloque, soit s'il vous propose systématiquement le COG actuel et qui ne se base pas sur la date de naissance, c'est pareil, c'est votre logiciel qui doit évoluer pour vous proposer la liste des COG au fil du temps. Donc ça, vous voyez, c'est un écart quand on est né en France. Quand on est né à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Donc, si on a une personne qui est née à l'étranger, donc là, on a pris une personne qui est née à Mitrovica, donc qui était en Serbie en 1960. Donc, quand elle est née, alors attendez, puisque du coup je m'y perds aussi. Oui, c'est ça. Donc, quand elle est immatriculée en l'an 2000, donc le Kosovo, il a été indépendant en 2008. Donc, le Mitrovica est passé de Serbie à Kosovo en 2008, et donc le COG du pays a changé à ce moment-là, puisqu'on est passé de la Serbie au Kosovo. Donc, quand on est au moment de l'immatriculation, donc en l'année 2000, Mitrovica est toujours en Serbie. Donc, dans l'INS, ce qui est enregistré, vu que c'est au moment de l'immatriculation de l'usager, le code sera le 99-121. Sur le titre de séjour, c'est au moment de l'édition du titre de séjour. Donc, si le premier titre de séjour est édité en 2000, on va avoir le COG également du pays à ce moment-là, qui est le 99-121. La personne fait mettre à jour son titre de séjour en 2010, donc après l'indépendance du Kosovo. À ce moment-là, sur le titre de séjour, on n'aura plus le pays Serbie, mais on aura le pays Kosovo avec le code 99-157 qui sera présent. Dans votre logiciel, alors là, c'est encore plus compliqué, il n'existe pas de table avec tout l'historique des COG des pays étrangers. Donc, dans votre logiciel, de toute manière, vous aurez forcément le COG du pays à la date d'aujourd'hui. Donc là, quand vous allez saisir Kosovo, vous aurez le COG 99-157. Donc quand vous faites appel au téléservice, vous aurez une discordance de COG entre le 99-157, le Kosovo, et le 99-121, la Serbie. Sauf que là, en fait, on voit bien que la personne, elle est née dans la bonne ville. Enfin, c'est l'explication historique, en fait. C'est la séparation des États qui explique cette différence de COG. Donc là, dans ce cas-là, c'est pareil, votre logiciel, il doit vous permettre d'accepter le code 99-121, même si ce n'est pas celui que vous aviez saisi dans votre logiciel. Par contre, là, c'est plus compliqué, comme on n'a pas d'historique des COG pays actuellement. Dans votre logiciel, ça ne va pas pouvoir être fait de manière automatique. Et voilà, il y a quand même une connaissance à avoir et une expertise qui se fait au fil de l'eau pour apprendre ces différents COG. Donc, en tout cas, c'est pareil. N'hésitez pas à me contacter pour ces cas-là. On pourra regarder ensemble. Et côté INSEE, ils sont en train de faire une liste de l'historique des COG pays qui normalement devait être prévue pour la fin de l'année. Pour l'instant, on ne voit rien venir, donc peut-être que ce sera plutôt début d'année prochaine. Mais on devrait être aidé par cette liste d'historique. Et de la même manière, si votre éditeur il vous bloque, si votre logiciel vous bloque dans la récupération d'un COG, alors que vous devriez pouvoir le récupérer, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec lui. Il y a une difficulté encore plus importante, ce sont les codes d'extension. Donc, les codes d'extension, ça a été utilisé parce qu'en fait, un même matricule INS ne peut pas être identique pour deux usagers. Donc, si on a plus de 999 naissances dans une commune pour un même mois, pour la même année, ou si on a un nouveau-né et un centenaire qui sont nés, pareil, dans la même mois, même année, donc à un siècle de différence, on ne peut pas mettre le même matricule. Et du coup, le COG va être un COG fictif, va être un code qu'on appelle un COG d'extension. Normalement, le code INSEE qui est renvoyé doit être le COG officiel de la ville. Même si dans le matricule INSI, on a mis un code d'extension, le COG de naissance est censé être le COG officiel. Sauf qu'en fait, il y a eu des erreurs de saisie, il y a eu des problématiques. Et donc, dans la base, pour certains patients, le COG de INSEE qui est renseigné, c'est le code d'extension. Donc, quand vous faites appel au téléservice, vous allez recevoir un code qui correspond à rien. Alors, pour savoir si ce code, il est bon, il est acceptable, il y a un fichier que je vais vous montrer et qu'on vous enverra en pièce jointe. C'est un
un fichier voilà, basique, hein, un tableau, avec les codes principaux des villes et les codes d'extension qu'on peut rencontrer. Donc, par exemple, on sait que la ville 75-110, bah, parfois, il y a un code d'extension qui sera le 75-210. Donc, si vous avez un retour du téléservice avec le 75-210 alors que vous vous attendiez à avoir le 75-110, vous pouvez accepter la récupération du téléservice. Voilà, donc même chose, hein, il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez des difficultés là-dessus. Pour la gestion des prénoms. Alors, j'ai eu des questions aussi sur cette gestion des prénoms. Alors, ça revient aussi à ce qui était posé tout à l'heure dans le chat. Alors, on a souvent une problématique sur le premier prénom, qui est lié au fait qu'il y a des tirets ou pas de tirets. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau du retour du téléservice, le premier prénom, le téléservice, lui, dans le téléservice, dans la base, il n'y a pas de notion de premier prénom. Il y a juste une notion de liste des prénoms. Donc, ce qui vous renvoie, ça sera toujours une liste de prénoms séparée par des espaces. Mais le logiciel, quand il récupère cette information, il ne sait pas du tout si le prénom avant le premier espace, c'est le premier prénom, ou si le premier prénom, il englobe différents prénoms. Donc là, on va prendre un exemple. Là, on a Marie-Jeanne sur la pièce d'identité, donc qui a été saisie dans le logiciel comme étant son premier prénom, Marie-Jeanne. Le retour du téléservice, il va renvoyer une liste de prénoms. Alors, dans l'absolu, dans l'idéal, ce serait Marie-Jeanne, mais bon, souvent, on n'a pas le tiret, donc on va avoir Marie espace Jeanne. Et ça, de manière automatique, ce que font la plupart des logiciels, c'est qu'ils prennent tout ce qui est avant le premier espace en disant, a priori, ça doit être ça le premier prénom. Donc là, le logiciel, il va vous présenter en retour du téléservice, il va vous dire le premier prénom, c'est Marie, et j'ai un deuxième prénom, Jeanne. Il faut avoir bien conscience que quand le logiciel il vous présente ça comme étant un premier prénom, c'est juste automatique, il prend ce qui est avant le premier espace. Mais il n'y a aucune notion de premier prénom à ce moment-là. Donc, si vous savez que le premier prénom, c'est Marie-Jeanne, vous devez pouvoir modifier à la main le retour à ce moment-là de Marie et écrire non, le premier prénom, ce n'est pas Marie, c'est Marie-Jeanne, avec le tiret. Et votre logiciel doit vous permettre de modifier, de marquer tout ce que vous voulez en fait dans ce champ premier prénom à ce moment-là, tant que c'est similaire au début de la liste des prénoms. C'est-à-dire que si le téléservice, là, il renvoie Marie-Jeanne, vous allez pouvoir écrire Marie-Jeanne. Par contre, s'il avait répondu que c'était Marie-Hélène, vous ne pourriez pas mettre en premier prénom Marie-Jeanne, puisque ça ne correspond pas au début de la liste des prénoms. Voilà, donc c'est vraiment important parce que j'ai souvent des établissements qui me contactent pour ça en me disant le premier prénom, il est pas bon. En fait, le premier prénom, il est juste détecté de manière automatique avec le plus logique, c'est-à-dire que souvent le premier prénom, c'est ce qui est avant le premier espace, mais des fois, c'est pas ça. De la même façon, au niveau de la retranscription des pièces d'identité, bien prendre au niveau des prénoms ce qui est indiqué dans la partie haute de la pièce d'identité et pas se baser sur les chevrons en bas en se disant oui, quand il y a un seul chevron, c'est que c'est un espace entre des tirets, etc. Puisque là, on voit, c'est une carte d'identité réelle où il y avait une Marie-Line, Lucette, donc premier prénom Marie-Line. Et là, quand on regarde sur les chevrons, on ne voit pas de différenciation entre le premier prénom et la suite des prénoms. Voilà, donc à retenir, donc tout ce qui est retour du téléservice, c'est une liste des prénoms, il n'a pas de notion de premier prénom, donc ça doit rester à votre main. Et si ça ne reste pas à votre main, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre logiciel et qu'il faut le faire corriger absolument. Donc pour la liste des prénoms, là c'est pareil. Donc si dans les traits saisis dans votre logiciel, vous avez marqué juste le premier prénom, Marie l'usager, et que le retour du téléservice, il possède plus de prénoms, normalement, il ne doit pas y avoir de problématique pour accepter cette récupération. Si le logiciel vous bloque, voilà, c'est pareil, c'est à prendre contact avec votre éditeur. Gestion de la date de naissance. Donc, on peut avoir des erreurs sur les dates de naissance. Alors déjà, ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans le RNIV, on a des règles de saisie des dates de naissance, en particulier quand il y a des parties de la date de naissance qui sont inconnues. Donc, si le jour est inconnu, on va mettre le premier jour du mois.
Si le mois n'est pas connu, mais que le jour est connu, on va mettre pour le mois de janvier. Par contre, si le jour et le mois ne sont pas connus, il faut bien saisir le 31 décembre. Souvent, ce qui se faisait avant, c'est qu'on prenait le 1er janvier. Mais là, il faut bien noter, c'est le 31 décembre qu'il faut mettre. Si on ne connaît pas précisément l'année, on va utiliser l'année ou la décennie estimée en fonction de l'âge de la personne. Et si tout est inconnu, on essaye d'estimer en mettant le 31-12 et de mettre une décennie compatible avec l'âge de la personne. Ce qui est important, c'est de respecter ces règles pour l'appel au téléservice. Parce que si vous mettez du 1er janvier pour une date, un jour et un mois inconnus, alors que ça devrait être du 31 décembre, le téléservice va vous dire j'ai personne à cette identité-là, alors qu'en fait, elle sera correctement enregistrée au 31 décembre. Voilà. Après, si quand vous faites sur la pièce d'identité, si c'est marqué 1er janvier, parce que c'était noté comme ça pour une date, un jour et un mois inconnus, et que le retour du téléservice vous renvoie le 31 décembre de la même année, et que du coup, vous savez que c'était une date inconnue, vous pouvez accepter le retour du téléservice. Bon, bien sûr, ne pas le faire si la personne est vraiment née le 1er janvier et qu'on vous renvoie un 31 décembre. Par contre, si c'était une date inconnue, vous pouvez le faire même s'il y a un écart, puisque c'est la même information en fait qui est codée des deux côtés. Voilà, on va pouvoir faire une petite pause question. Là, je vous ai perdu, personne n'a osé parler. Donc, oui, effectivement, c'est pas une table qui permet de retrouver les différents COG pour le pays. J'avais pas connaissance de ça. Faut que je regarde. Peut-être que ça a été publié du coup récemment, effectivement. Voilà. Pas d'autres questions sur ce sujet-là? Eh ben, on va continuer alors, puisque j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Alors, vous aviez des questions sur quelles étaient les différentes erreurs qu'on pouvait rencontrer lors de l'appel. Donc, effectivement, il y a différents types d'erreurs. Alors, il y a une erreur que vous avez eue certainement tous à un moment donné, de manière beaucoup plus fréquente avant, beaucoup moins maintenant. Alors, je répondis juste à la question. Dans le REN-IV, on dit que le code d'extension doit être présent que dans le NIR. Oui, effectivement, normalement, ça remplace que le COG qui est dans le NIR, et le COG à côté devrait être le COG normal de la ville. Sauf qu'en fait, il y a eu des erreurs au niveau de la base dans le téléservice, et donc parfois, elle est renvoyée comme étant le COG réel de la ville. Et donc, dans ce cas-là, on peut quand même l'accepter si on sait que c'est le code d'extension de la ville concernée. Mais effectivement, à la base, c'est une anomalie. On devrait avoir le code réel de la ville qui est renvoyé dans le code INSEE. Donc oui, je disais, ça c'est une erreur que vous avez dû avoir beaucoup moins maintenant. C'est des retours où en fait il ne se passe rien, le téléservice ne répond pas. Donc ça peut être lié à des indisponibilités du téléservice. Donc vous pouvez aller regarder sur ce site-là, donc le site du Sésame Vital, qui indique l'état du service INSI. Donc actuellement, il est normalement tout le temps en vert, donc il est opérationnel. Vous pouvez avoir l'information sur le fait qu'il y a une interruption de service qui est planifiée, par exemple quand il y a une mise à jour ou une opération de maintenance. Il y en a très très rarement et habituellement, ils font en sorte qu'il n'y ait pas de coupure de service. Mais voilà, s'il y a une coupure de service, ce sera indiqué là. Et dans tous les cas, s'il y a une panne, qui était donc quelque chose de pas planifié, cette page est censée être mise à jour. En pratique, souvent, elle est mise à jour trop tard, c'est-à-dire que le temps que l'information remonte, que ce soit publié sur le site et que du coup vous l'ayez, le service a été rétabli. Par contre, il faut savoir que dès qu'il y a une panne, il y a un mail qui est envoyé par le GIE Sésame Vital aux différents éditeurs de logiciels qui sont donc alertés du fait qu'il y a un problème et qui, normalement, devraient retransférer à tous leurs clients le fait qu'il y a une indisponibilité. Bon, souvent, c'est compliqué à faire, mais en tout cas, si un jour, ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a rien sur le site Internet, vous pouvez très bien contacter votre éditeur en leur demandant est-ce que vous êtes au courant d'une panne, et comme ça, vous aurez l'information tout de suite. Les différents types de retours qu'on peut avoir. Donc là, c'est le cycle d'appel classique quand on fait un appel au téléservice, donc soit par la carte vitale, soit par la saisie des traits. Le cas qui marche bien, c'est celui du milieu, c'est quand il y a une seule identité retrouvée. Et on peut avoir des cas où on n'a aucune identité retrouvée ou plusieurs identités retrouvées.
Donc, c'est de ça dont on va parler dans les slides suivants. Alors déjà, on va aller un peu plus en profondeur dans l'aspect technique des bases du téléservice. Il faut savoir que, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il y avait le RFI et le SNGI, qui sont donc les deux bases qui sont utilisées par le téléservice. En fait, on voit ici le schéma d'alimentation de ces différentes bases. Donc, quand il y a un usager qui naît en France, il est inscrit au RNIPP et il est ajouté via SNGI, ça redescend jusqu'au RFI. Au niveau des personnes qui ne sont pas nées en France, qui viennent travailler, qui sont rattachées à un organisme de protection sociale, elles vont être ajoutées au niveau du SNGI. Et là, ça ne redescendra pas jusqu'au RFI. Il faut savoir que le téléservice, quand on fait appel au téléservice NSI, en première intention, il va chercher dans le RFI. Il fait une recherche stricte, c'est-à-dire qu'il faut que le nom soit exactement identique, le prénom est identique, la date de naissance, etc. S'il y a le moindre écart entre ce que vous avez saisi et ce qu'il trouve ce qu'il trouve pas du coup dans le RFI, il va dire j'ai pas d'identité. S'il ne trouve pas d'identité, dans un deuxième temps, il y a un appel qui est fait dans le SNGI, où là, c'est un algorithme de recherche floue, c'est-à-dire qu'il va rechercher l'identité la plus proche qui corresponde. Ce qui va permettre des fois de retrouver une identité alors qu'il y a une toute petite erreur de saisie qui a été faite. Il faut savoir que dans le RFI, on a des problèmes de qualité de la base. Il peut y avoir des doublons, il peut y avoir des identités qui ne sont pas tout à fait renseignées de manière correcte. Par exemple, on ne va pas avoir la date de naissance ou pas le lieu de naissance, des choses comme ça. Et du coup, parfois, l'astuce, c'est de faire en sorte d'aller taper dans le SNGI directement. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, je redis, tout ça, c'est seulement si au niveau de l'établissement, vous mettez d'accord pour le faire. Personne ne va vous forcer à faire ces astuces-là. Et tout le temps en back-office, avec des personnes qui comprennent ce qu'ils font, qui ont le temps de le faire. Et ne surtout pas hésiter à poser des questions si jamais il y a le moindre doute. Donc, le premier cas, c'est quand on a un retour aucune identité. Bien sûr, le plus logique, déjà, c'est de vérifier que les traits que vous avez utilisés, ce sont les bons. Il peut y avoir des erreurs sur les traits saisis, et donc c'est logique de ne pas retrouver d'identité. Comme je vous l'ai dit avant, ne pas utiliser le critère du lieu de naissance, ça permet souvent de retrouver l'identité de manière plus facile. Ensuite, vous pouvez jouer avec le fait que parfois, il y a le tiret qui disparaît. Donc, supprimer les tirets quand il y a des prénoms et noms composés. Ou l'apostrophe, en les remplaçant par un espace. Vous ne supprimez pas seulement, vous inversez, vous transformez le tiret en espace. Et si tout ça ne marche pas, vous pouvez essayer de faire du coup volontairement, vous allez hurler, j'assume, volontairement une faute dans le prénom. Donc, bien sûr, pas au niveau du bureau des entrées, je le répète, juste au niveau de l'appel, vous rajoutez un A, par exemple, à la fin du prénom, comme ça c'est simple, c'est tout le temps la même chose. Ce qui fait qu'au niveau de l'appel au téléservice, systématiquement dans le RFI, il va dire « je ne connais pas cette identité », puisqu'effectivement, il fait une recherche stricte, le prénom a été modifié, donc il ne la trouvera pas. Et là, il fera appel du coup au SNGI, et il y a de fortes chances que dans le SNGI, l'identité soit présente et soit de bonne qualité, et que du coup, vous réussissiez à retrouver une identité. La petite remarque, c'est que tous les usagers ne disposent pas d'une INS. Donc, ça ne sert à rien de s'exprimer si la personne, en fait, elle n'a pas d'INS, vous ne la retrouverez jamais. Les personnes étrangères de passage ou les personnes en situation irrégulière n'auront pas d'INS. Les personnes étrangères qui bénéficient d'une convention internationale de soins, elles n'ont pas d'INS non plus. Donc voilà, ces personnes-là, c'est normal. Normalement, vous ne devez même pas faire appel au téléservice pour elles, mais bon, si vous faites appel, c'est normal que vous ne trouviez pas d'identité. Il y a une autre astuce qui, quand vous ne la trouvez vraiment pas, cette identité-là, c'est que potentiellement, il y a une erreur dans l'identité INS et qu'il faudrait la modifier, la corriger. Mais on a vu qu'au début pour faire cette demande de correction, l'usager a besoin de savoir quel est l'écart, quelle est la problématique, quelle est l'erreur dans son INS pour pouvoir demander sa correction. Et parfois, on n'arrive pas à la retrouver, même avec toutes les astuces. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter au DMP, donc qui aura besoin d'une carte CPX. Il n'y a pas besoin forcément d'une carte vraiment professionnelle, ça peut être une carte d'établissement, ça peut être une CPE, ça suffit. Vous vous rendez sur cette partie-là qui est le DMP accès professionnel.
Et là, vous pouvez rechercher soit par matricule INS, donc si vous connaissez le numéro de sécurité sociale, vous pouvez essayer de rechercher par le matricule INS ici, ou alors vous recherchez le patient avec les champs qu'on voit en bas, qui sont, là ce serait une recherche floue. Donc vous saisissez les traits que vous avez saisis dans votre logiciel d'identité, et il va faire une recherche floue. Et donc si la personne a ouvert un DMP qui l'a, vous aurez en résultat de recherche, vous aurez telle personne et voilà un DMP, et vous récupérerez à ce moment-là dans cette ligne-là son INS, enfin ces traits d'INS qui sont tels qu'ils sont renseignés en fait. Donc vous pourrez voir où est l'erreur. Ça a permis de résoudre un cas récemment comme ça où effectivement il y avait une faute de saisie, un A qui était remplacé par un E dans le téléservice, et du coup ça permet ensuite à l'usager de demander la correction. Donc voilà, c'est une astuce. Je comprends que vous n'ayez pas le temps forcément de le faire, etc. Mais sachez qu'il y a cette astuce-là qui peut marcher, et que de mon côté, je le fais en tout cas quand vous me demandez d'analyser des cas particuliers pour essayer de le retrouver. Pour les retours identités multiples, c'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, quand vous avez des identités multiples, c'est qu'il y a plusieurs identités qui sont présentes dans le RFI, par exemple. Du coup, comme il y a des questions d'homonymie, là, il va falloir préciser bien l'ensemble des prénoms de naissance. Ça va permettre de restreindre la recherche. Vous pouvez également, dans ce cas-là, préciser le lieu de naissance. Donc, le risque, c'est qu'en précisant le lieu de naissance, vous passez de retour identité multiple à aucune identité. Donc, voilà, il faut essayer. Vous pouvez essayer de faire les deux, à la fois l'ensemble des prénoms de naissance et le lieu de naissance. Et si ça ne marche toujours pas, vous pouvez faire la même astuce, à savoir rajouter un A à la fin du prénom. Parce que là, vous allez interroger le SNGI. Alors, pourquoi ça se passe mieux dans le SNGI dans ce cas-là? C'est que dans le RFI, il peut y avoir des doublons. Dans le SNGI, a priori, il n'y a pas de doublons. Et parce qu'en fait, le RFI ne contient pas uniquement les INS, il contient aussi des matricules qui ne sont pas des INS, qui correspondent aux matricules pour les personnes ayant l'accès à l'AME. Donc, si une personne au départ avait accès à l'AME et finalement se met à être immatriculée en France et à avoir un matricule, on va avoir la problématique que son ancien matricule de l'AME n'est pas effacé de cette base, mais par contre, son nouveau matricule va aussi apparaître. Donc, effectivement, on aura un doublon d'identité, mais où, finalement, ce sera la même personne. Et en cherchant que dans le SNGI, on n'aura plus l'identité de l'AME, mais on aura son nouveau matricule INS, et donc on le retrouvera comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai encore une petite slide donc, sur les changements de nom. Donc ça, c'est une question qui m'avait été posée donc, sur les demandes de changement de nom. Actuellement, il y a la loi Dupond-Moretti qui permet de faciliter le changement de nom. On peut aussi avoir des problématiques suite à des réassignations sexuelles, forcément de changement de prénom. Donc, dans ce cas-là, il y a deux modifications à faire. Il y a la pièce d'identité à mettre à jour et il y a le matricule INS qui, normalement, se met à jour tout seul. Actuellement, on a la modification qui ne se propage pas tout le temps dans l'INS, c'est-à-dire que la modification est censée être mise à jour, mais quand on fait l'appel au téléservice, on a toujours l'ancienne identité. Donc, c'est ce que je vous disais, là, il y a un travail avec la DNS qui est en cours pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour résoudre ces cas-là. Sur la problématique de la pièce d'identité. Donc, si l'usager vient avec une pièce d'identité qui est à jour et que la modification de l'INS est bien faite, vous allez pouvoir qualifier sans aucun souci. Si la pièce d'identité n'est pas à jour, c'est-à-dire que la personne a changé de nom mais n'a pas encore mis à jour sa pièce d'identité, actuellement, vous ne pouvez pas valider l'identité puisque vous n'aurez pas une pièce qui est conforme à l'identité de la personne. Il y a un assouplissement qui est prévu dans la nouvelle version du RNIV qui devait être au départ publié en fin d'année. Je n'ai pas la date exacte, mais vu qu'il n'y a pas de date pour l'instant, j'imagine que ce sera peut-être plutôt début 2024. Mais en tout cas, au niveau du RNIV, il y a un assouplissement qui a été rajouté, qui est que si on n'a pas la pièce d'identité à jour, mais qu'on a l'ancienne pièce d'identité et le document de l'état civil indiquant que oui, il y a eu une demande de changement de nom de tel nom à tel nom, qui est valide, enfin, c'est un document de l'état civil qui est signé. Dans ce cas-là, on acceptera de valider l'identité, la nouvelle identité, mais en ayant
uniquement la pièce d'identité de l'ancienne identité. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, donc je reprends. Si vous avez l'ancienne pièce d'identité et le papier qui indique les deux identités, l'ancienne et la nouvelle, vous pourrez valider la nouvelle identité. Mais donc ça, ce sera dans la prochaine version du RNIB. Actuellement, vous n'allez pas pouvoir valider l'identité si la pièce n'est pas à jour. Dans certains cas, la modification ne se fait pas tout seul. Donc, la première modification à faire, c'est la demande de correction au niveau de l'INSEE. Donc, soit sur Internet, soit avec le template de lettres. Et s'il y a des cas persistants, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que du coup, ça m'intéresse pour ce groupe de membres de travail, justement, pour avoir des cas concrets de cas où ça ne se passe pas bien. Ensuite, qu'est-ce qui peut être fait également pour l'amélioration des qualifications? C'est l'amélioration de la formation et de l'information, que ce soit des personnels de l'établissement ou que ce soit des usagers. Donc, je vous ai fait un petit slide avec les rappels d'ailleurs des informations, des documents que vous pouvez avoir à disposition. Donc, aussi bien des petites vidéos de divulgation, enfin d'explication de ce que c'est que l'INS. Donc, l'INS dans le parcours du soin de l'usager ou l'INS en quelques mots. Vous avez les affiches et le dépliant à destination des patients qui étaient déjà présentés dans un slide précédent. Et vous avez surtout, au niveau des professionnels de santé ou des bureaux des accueils, etc., il y a un site qui a été fait par l'Agence du numérique en santé, donc l'ANS, qui contient des modules d'information. Et sur plein de modules au niveau de l'e-santé, donc il y a mon espace santé, la messagerie sécurisée de santé, le DMP, etc. Et il y a en particulier sur l'INS. Et du coup, vous pouvez vous faire un compte, c'est gratuit, et c'est des petites formations, des petites vidéos, etc. Avec des quiz, et c'est vraiment très instructif. C'est vraiment bien fait. Le dernier sujet, je crois que c'était au niveau des organisations recommandées. Donc, c'était une des questions qui était posée, c'est quelles sont les meilleures organisations pour atteindre les meilleurs taux de qualification? Alors, en fonction de tout ce que je vous ai dit, ça va vous paraître évident, mais celles qui vont permettre de qualifier le plus des identités, c'est des structures qui auront plusieurs niveaux d'analyse. Un premier niveau au niveau de l'admission, où là, on va créer, modifier les identités, où on va valider avec les pièces d'identité, on va éventuellement récupérer, enfin pas éventuellement, mais récupérer, qualifier les INS dans les cas où ça se passe très bien, où on est à 100% de concordance. Le fait que les pièces d'identité vont être scannées et enregistrées dans le système d'information pour les niveaux suivants si jamais il y a des écarts. Et donc, on est un deuxième niveau, voire un troisième niveau, en back-office et d'un référent, une cellule d'identité-vigilance, qui va pouvoir analyser les écarts, décider si voilà, on peut qualifier ou pas les identités. Éventuellement également faire des contrôles de qualité en reprenant des identités de manière aléatoire pour voir voilà, si les saisies sont correctes, etc. Le bonus, c'est que comme on a la première partie où on est en présence de l'usager, on va avoir plus d'informations à transmettre pour les cas complexes. Par contre, voilà, ça va demander un peu plus de travail au niveau un peu plus, voire beaucoup plus de travail au niveau de l'accueil. Et plus on descend, moins c'est des organisations qui sont recommandées, puisqu'au niveau de la taux de qualification, on va être plus faible. En particulier, si au bureau des accueils, on fait que la création, modification des identités, mais qu'on n'essaye pas du tout de récupérer le téléservice, on va gagner du temps au niveau de l'accueil, mais on va perdre toute l'information apportée par l'usager et on va baisser fortement son taux de qualification. Au niveau des organisations, donc plus précisément, je vous ai indiqué ici des indications voilà, un peu classiques sur le fait que donc faut privilégier en front office au point de création d'identité, puisque ça permet d'avoir les informations du patient. Pour tout ce qui est urgence, soins critiques, c'est plus délicat de le faire directement. Donc là, on peut considérer qu'on qualifie directement en back-office, mais dans ce cas-là, il faut avoir la pièce d'identité qui est scannée. Et c'est important aussi, ça a été une question qui a été posée, de l'impact en ressources humaines. C'est vrai qu'au niveau de la cellule d'identité-vigilance, il faut qu'il y ait suffisamment de monde qui ait le temps de travailler là-dessus, parce que c'est quand même
un ajout de travail qui est conséquent. Pour en particulier qualifier les cas complexes. Comme vous voyez, ça demande quand même un peu une expertise, de se poser. Donc, c'est quelques minutes à chaque fois, et enfin minimum quelques minutes à chaque fois. Donc, sur l'ensemble des identités à faire dans une journée, c'est vraiment important. Après, je voulais vous proposer quand même une petite démarche permettant de s'attaquer aux problèmes prioritaires dans la structure, puisque vous pouvez très bien décider de ne pas prendre en compte toutes les astuces qu'il y a là, mais se dire, bah voilà, nous, dans notre structure, la plupart du temps, la problématique, c'est en fait que les passants viennent sans pièce d'identité. Dans ce cas-là, bah, je vais mettre le focus là-dessus et ça me permettra déjà d'augmenter beaucoup mon taux de qualification. Donc là, ce sont des chiffres qu'on a appris avec un établissement avec lequel on est en train de faire l'analyse en manière pilote. C'est d'essayer de regarder déjà d'étudier sur un échantillon de patients de la file active le taux de qualification. Donc là, on a vu sur la file active, dans cet établissement, on a 83% de taux de qualification. Donc ce qui est déjà pas mal. On a 9% de provisoire, 1% en statut récupéré et 7% en validé. Donc là, ce qu'on en déduit tout de suite, c'est que voilà, si on a 10% de patients entre statut provisoire et récupéré, ça veut dire que dans les 10% des cas, on n'a pas de pièce d'identité. Donc on a quand même un gros gain en insistant sur ce point-là. Ce qu'on peut faire également, donc là, ça demande d'impliquer également les personnes qui sont plus au niveau système d'information, c'est d'étudier dans l'autre sens, en fait, les personnes pour lesquelles on a fait des appels au téléservice et pour lesquelles on a eu des retours, de regarder le nombre de pourcentage de retours uniques, de retours en erreur. Donc là, ce qu'on voit à gauche, c'est ce qui a été fait pour ce même établissement, on a, pour tous les appels, on a 92% des cas, on a un retour du téléservice INSI qui est un retour unique. On a 8% où on n'a aucune identité trouvée, et on a 0,57% des retours d'identité multiples. Donc là, bah, déjà, on voit que si on met en pratique les petites astuces sur la partie aucune identité trouvée, c'est possible qu'on rajoute quand même pas mal aussi de qualifications de réalisées. Pour ce qui est des identités pour lesquelles le retour du téléservice était unique, on a regardé du coup quelle était le statut de l'identité au final. On voit que pour les identités où il y avait un retour unique, on a 84% où des identités ont été qualifiées. On en a 4% qui sont au statut validé, 3% au statut provisoire et 1% au statut récupéré. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que dans ce camembert-là, on va pouvoir agir sur les statuts validés, c'est-à-dire que c'est des statuts des identités pour lesquelles il y a eu une discordance entre le retour du téléservice et ce qu'on avait sur la pièce d'identité. Donc on a échantillé, on a étudié un peu plus précisément, donc sur 500 patients, on voit que le problème le plus fréquent, c'est que dans 386 cas, on a des problèmes sur les prénoms, donc présence de tirets ou différence sur le nombre des prénoms. On en a 63, c'était le lieu de naissance, 54 sur un retour différent sur le nom de naissance. Et on en a 2 sur un problème de sexe. Donc là, de toute manière, on ne pourra pas les récupérer, parce que là, au niveau des écarts de sexe, on ne peut rien faire. Mais on voit qu'il y a quand même un gros montant qui est lié aux problématiques des prénoms. Donc le fait d'ouvrir un peu la vanne en disant s'il y a un espace, un tiret, etc., on peut qualifier, ou s'il y a un nombre de prénoms différents, on peut aussi qualifier. Ça peut permettre de résoudre pas mal de cas. Et donc cette analyse-là, ça peut vous permettre de faire ce type de tableau-là, de regarder dans ce tableau-là quelles sont les actions prioritaires à faire. Donc, je ne vais pas tous les parcourir dans le détail parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais prendre les questions. Mais en gros, voilà, si vous avez beaucoup de statuts récupérés, statuts provisoires, on peut en déduire qu'il manque la pièce d'identité. Donc, on va axer sur la communication, etc. C'est tout ce que je vous ai présenté en fait dans les slides d'avant, mais c'est en plus condensé selon les différentes erreurs que vous avez le plus fréquemment chez vous. Voilà, alors je vais essayer de voir, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le slide, dans le chat, pardon. Il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Alors, pourquoi ne pas servir du lieu de naissance quand on a la CNIL, la CNIL sous les yeux, le mentionnant? Oui, alors effectivement, alors je ne sais pas si c'était par rapport à la problématique des COG
ou si c'était par rapport à la problématique de ne pas l'utiliser de base pour l'appel. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, vous allez vous baser sur le lieu de naissance, vous allez le renseigner dans votre système d'information, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment au moment de l'appel. En fait, comme il y a ces problématiques de COG, si le COG qui est enregistré et qui est envoyé au téléservice est différent de celui qui est reçu, qui est reconnu, enfin qui est au niveau de la base du téléservice, il ne vous renverra pas cette identité. C'est pour ça qu'à ce moment-là, au niveau de l'appel, on demande d'appeler au départ sans le lieu de naissance. Mais effectivement, notez bien le lieu de naissance de la personne dans ses traits et en se basant sur ce qui est marqué sur la carte d'identité. Vous aurez le bon lieu, vous n'aurez pas forcément le bon COG par rapport au téléservice. C'est tout. Alors, qualifier une identité si les autres prénoms ne sont pas strictement identiques, il va poser des problèmes. Attendez, ce que j'ai sur les serveurs de rapprochement identité, car les établissements MGAT et SIC. Oui, alors effectivement, il peut y avoir des problématiques si les établissements font des gestions différentes. Normalement, au niveau des... Alors effectivement, il y a STIC qui se base sur les traits, mais on a également la notion de l'INS dans STIC maintenant. Donc on a quand même le rapprochement et les suspicions de doublons on a des alertes qui sont remontées en fonction de l'INS. Et de plus en plus, au niveau des GHT ou au niveau de STIC, de toute manière, il va falloir qu'on bascule sur l'INS et pas sur les traits pour faire les rapprochements. Ce ne sera pas des rapprochements d'identité, ce sera se baser sur la même identité qui a le même INS. Notre logiciel n'interroge pas l'identité non validée. Oui, alors effectivement, dans certains établissements, alors certains logiciels, normalement, ils ne devraient pas bloquer, mais effectivement, dans certains établissements, on peut choisir de décider lorsque l'identité est en provisoire, qu'on ne fasse pas appel au téléservice pour ne pas se retrouver dans un statut récupéré où finalement on n'était pas bien sûr de l'état de l'identité qu'on avait saisi. Souvent, c'est ce qui est fait d'ailleurs, c'est que les statuts d'identité passent de provisoire à validé et ensuite de validé à qualifié. On a rarement l'étape provisoire vers récupéré puis qualifié. Donc oui, effectivement, mais dans ce cas-là, vous aurez vraiment la première étape qui est de récupérer la pièce d'identité. Alors, si le COG change de main, que deviennent nos patients qualifiés? Il reste qualifié. Oui, alors, une fois que vous avez qualifié un patient dans votre base, de toute manière, il est qualifié. Il ne bougera plus. Par contre, ce qui doit être fait au niveau du logiciel, c'est une vérification des identités de manière récurrente. Donc, au maximum tous les 5 ans, le logiciel doit faire appel au téléservice de vérification, donc qui est un autre téléservice du INSI, qui vérifie que l'identité est toujours correcte. Dans ce cas-là, si le COG a changé, votre identité sera déqualifiée, c'est-à-dire qu'il y aura le retour qui dira « Ah non, l'identité, elle est plus bonne ». Mais par contre, vous pourrez refaire appel au téléservice à ce moment-là, et là, il récupérera le bon COG, et du coup, vous aurez le nouveau COG qui apparaîtra. Mais tant qu'il n'y a pas cette vérification qui est faite, l'identité est toujours qualifiée. Alors, pour la partie, la copie de la CNI envoyée par le patient par mail, je ne veux pas répondre de bêtises, je préférerais me renseigner avant pour être sûr de vous donner les bonnes informations. Il y a des subtilités, effectivement, quand il y a des préadmissions, des choses comme ça. En tout cas, ça n'empêchera pas de déclencher le téléservice INSI. La question, c'est plus de savoir si ça permet bien de valider l'identité. Mais l'appel au téléservice, vous pouvez le faire même si l'identité est au statut provisoire. Donc, dans tous les cas, vous pourrez. Les INS sont qualifiés automatiquement lorsque les traits coïncident. Alors, normalement, ça ne devrait pas. Vous devez avoir une manipulation manuelle à faire, ou du moins que ce soit possible de l'activer dans votre logiciel, du fait de faire une demande d'appel au téléservice et d'acceptation du téléservice. Après, dans tous les cas, il y a peu de risques lorsque tous les traits coïncident que l'identité ne soit pas la bonne. Mais normalement, c'est une action manuelle à faire.
Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc pour la partie personne qui change de prénom, donc ce sera la même problématique. Pour l'instant, dans le RNIV, ce n'est pas accepté d'enregistrer le nouveau premier prénom et de valider alors que la pièce d'identité n'est pas conforme. Par contre, dans la nouvelle version du RNIV, vous pourrez enregistrer son nouveau prénom et valider si vous avez l'ancienne pièce d'identité et le papier d'état civil qui indique que la demande de changement de prénom a été prise en compte. Mais actuellement, avec la version actuelle du RNIV, vous ne pouvez pas. Alors, si la pièce d'identité met comme prénom Jean-Paul, mais sans Paul, c'est ça, exactement. Jean en premier prénom, parce qu'il y a une virgule. Et si c'est pas bon, il faut que la personne change sa pièce d'identité. Alors voilà, si c'est une erreur de pièce d'identité, après ça dépend des règles qui sont en pratique dans votre établissement, mais normalement on se base sur la pièce d'identité, donc voilà, il faut qu'il la change. C'est ça. Eh bien, merci à tout le monde pour votre participation. J'espère que ça vous a éclairé et donné des astuces. Et oui, oui, on va vous envoyer le PowerPoint. Aucun problème. Merci beaucoup. Au revoir.